La Seconde Guerre mondiale a été sans précédent à bien des égards, mais l'une des différences les plus importantes avec les autres guerres du passé était l'ampleur à laquelle les nations participantes ont inclus les femmes dans leurs effectifs de combat. Et pas seulement en tant qu'infirmières et coursières, mais aussi en tant que troupes de combat sur le champ de bataille. Des centaines de milliers de femmes ont servi dans des rôles de combat, principalement dans l'armée soviétique, qui était connue pour employer des soldats féminins aux côtés des soldats masculins. Il est estimé que plus de 800 000 femmes soviétiques ont servi dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'horreur des troupes nazies qui n'étaient pas habituées à combattre et à tuer des femmes soldats sur le champ de bataille. Les femmes soviétiques étaient également connues pour rejoindre en grand nombre les unités de guérilla partisans. Dans le Pacifique, lorsque l'armée du général Ushijima de 75 000 soldats a dû faire face à un demi-million de troupes de la 10e armée américaine, il a ordonné que tous les hommes d'Okinawa, âgés de 15 à 60 ans et toutes les femmes âgées de 17 à 40 ans soient recrutés comme conscrits. Leur formation était presque inexistante, mais l'ordre était clair: résister à l'oncle Sam ou mourir en essayant. Ils étaient si mal préparés que certains ont même fini par improviser des lances en bambou. Au total, plus de 40 000 hommes et femmes civils ont grossi les rangs déjà faibles de l'armée impériale japonaise. Comme prévu, et malgré le fait que les Japonais se soient battus aussi fort qu'ils le pouvaient, le résultat a été l'un des pires massacres de l'histoire du XXe siècle. Une défaite implacable pour l'armée japonaise. Les armées américaines et britanniques, préoccupées par les réactions du grand public, n'ont pas massivement incorporé de troupes féminines, sauf pour des missions d'espionnage. Les spécialistes de la guerre dans les années 40 étaient généralement d'accord pour dire que les espionnes auraient des avantages distincts sur les hommes sur le terrain. Les femmes pouvaient voyager librement car on ne s'attendait pas à ce qu'elles travaillent pendant la journée. Les stéréotypes de genre aidaient également à les maintenir au-dessus de tout soupçon. Après tout, qui pourrait imaginer qu'une femme puisse être une combattante viable en temps de guerre? Ces femmes courageuses savaient que tomber entre les mains de l'ennemi signifierait pour elles un sort bien pire que celui de leurs homologues masculins. Les soldats nazis étaient particulièrement impitoyables lorsqu'il s'agissait de capturer des soldats féminins. Les lois raciales du Reich interdisaient spécifiquement tout contact sexuel entre les hommes aryens et les femmes des soi-disant races inférieures, y compris les juifs, les tziganes, les polonais et les femmes asiatiques. Mais les Britanniques et les Américains étaient considérés d'origine saxonne, et il n'était donc pas illégal d'avoir des rapports sexuels avec eux. Pour cette raison, les agressions sexuelles contre les prisonnières de ces nationalités étaient courantes parmi les soldats allemands. Des milliers de femmes capturées ont subi des abus et des humiliations indicibles de la part des nazis. Mort avant le déshonneur, quand les femmes ripostent. Depuis le début de la guerre, les récits du traitement cruel des femmes dans les prisons nazies étaient courants dans les nations alliées. Ils constituaient un excellent outil de propagande contre le Troisième Reich, mais ils étaient aussi majoritairement vrais. Dans ce contexte, il était logique que les femmes préfèrent se battre et mourir en résistant plutôt que d'être capturées et torturées physiquement et sexuellement. L'une des femmes qui a choisi de mourir en combattant fut la soldate soviétique Tatiana Nikolaïevna Baramzina. Elle est le meilleur exemple à la fois du courage des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale et de l'incroyable cruauté exercée par les soldats nazis, spécifiquement sur les femmes ennemies. Baramzina est née dans une petite ville sibérienne en 1919. Entendant des histoires sur la glorieuse armée rouge, un de ses rêves de toujours était de devenir pilote militaire. Sa famille et ses amis l'ont découragée, et à la place, elle a étudié pour devenir enseignante. Lorsque les nazis ont envahi l'Union soviétique et que Baramzina a appris que d'autres femmes se portaient volontaires pour rejoindre l'armée rouge, elle est immédiatement entrée à un cours de soins infirmiers de 6 mois, juste pour avoir quelque chose à offrir au bureau de recrutement de l'armée. Refusée initialement à l'entrée de l'armée, elle a ensuite obtenu son diplôme avec distinction d'un cours de tir de précision, ce qui lui a permis d'être acceptée à l'École centrale de formation des tireurs d'élite féminins en juin 1943. Après avoir obtenu son diplôme de l'école en mars 1944, elle a été déployée sur le front occidental en tant que tireur d'élite dans le 252e régiment de fusiliers. Arrivée sur le front de guerre le 3 avril 1944,
Elle avait déjà fait sa première victime en moins d'une semaine. Montrant des compétences incroyables, elle a rapidement amélioré son score à 16 victimes avec un fusil de précision. Ses camarades étaient impressionnés par son adresse au tir et elle a été assignée à des opérations de plus en plus dangereuses. Plus tard, en 1944, elle a été envoyée en mission périlleuse qui a terriblement mal tourné. Finalement, l'ordre de retraite a été donné. Cependant, certains des soldats soviétiques étaient trop gravement blessés pour se retirer, donc Baramzina les a placés dans un abri récemment pris à l'ennemi. Là, Baramzina a choisi de rester avec eux, se plaçant en grand danger d'être attaqué. Tout en soignant les blessés, des soldats allemands se sont approchés de l'abri, et elle l'a défendu aussi longtemps qu'elle le pouvait malgré un grand désavantage numérique. Lorsque les 3 premiers soldats allemands ont couru vers l'abri, elle a ouvert le feu avec une mitrailleuse, les tuant. Lorsque d'autres attaquants se sont approchés, elle a tiré à nouveau, déterminée à se battre jusqu'à son dernier souffle ou jusqu'à ce qu'elle manque de munitions. C'est exactement ce qui est arrivé, et la courageuse soldate s'est finalement retrouvée sans plus aucune arme à utiliser. Après avoir épuisé ses grenades à lancer sur ses attaquants, elle était sans défense lorsque 2 soldats allemands sont entrés dans l'abri par derrière et ont jeté leurs grenades, la blessant avant d'entrer. Les Allemands étaient tellement enragés et peut-être effrayés qu'ils ont d'abord ouvert le feu sur les soldats blessés allongés autour de l'abri, les tuant sans pitié. Ils ont laissé Baramzina pour la fin, la traînant par les cheveux avant de la torturer brutalement. Avec une cruauté sans fin, les soldats ont poignardé Baramzina et l'ont mutilée avec des baïonnettes, tandis qu'elle jurait bruyamment qu'ils paieraient pour leurs crimes. Elle a été brutalement battue avec les crosses des fusils allemands, jusqu'à ce qu'elle soit à peine en vie. C'est à ce moment-là que l'un des Allemands a eu l'idée de lui tirer une balle dans la tête avec un fusil anti-char, conçu pour percer plusieurs centimètres d'acier. Elle a été tuée à bout portant, et sa tête et son corps étaient pratiquement méconnaissables lorsque le reste de son bataillon l'a trouvée le lendemain matin. Ils ne pouvaient pas croire la malveillance qui avait conduit à torturer et à tuer leurs courageuses camarades. D'autres prisonnières ont résisté d'une autre manière. Les premières prisonnières soviétiques envoyées au camp de concentration de Ravensbrück ont été retenues dans une partie séparée du camp. Elles étaient finalement environ 1000, vêtues d'uniformes rayés du camp avec un triangle rouge et les lettres SU et employées dans les ateliers de couture ou l'infirmerie du camp pendant 12 ou 13 heures par jour. Des rapports indiquent qu'elles n'ont pas été brisées par leurs expériences ni par les maigres rations qu'elles recevaient et ont apparemment organisé une protestation en avril 1942, réclamant qu'elles soient traitées en tant que prisonnières de guerre. Pour cette insubordination, elles ont été forcées de marcher autour du camp pendant une demi-journée et privées de nourriture, mais ont transformé cette punition en une démonstration de défi, marchant par rang de 10 en ordre parfait et chantant des chansons patriotiques. Les protestations ne se sont pas arrêtées là. Lorsque les SS sont venus arrêter 12 détenus pour les transférer à Majdanek, les autres femmes ont refusé de les livrer et ont protesté auprès du commandant du camp. Bien que les SS aient réussi à trouver leurs victimes, les femmes ont ensuite entamé une grève de la faim. Plus tard encore, 60 d'entre elles ont été emmenées dans une usine d'avions à Barth, mais ont refusé de travailler. Elles ont été forcées de rester debout, pieds nus, en sous-vêtements pendant des heures, les gardes les narguant avec des offres de café si elles acceptaient de travailler. 3 ont ensuite été placées dans une cellule d'isolement où 2 d'entre elles sont mortes de pneumonie. Bien que certaines des femmes aient succombé aux abus continus dans le camp et aient mis fin à leur jour, il ne fait aucun doute que l'unité et la discipline des prisonnières soviétiques ont eu un impact majeur sur les autres détenus du camp. L'augmentation de la violence sexuelle dans l'Allemagne des années 30. Que ce soit en raison d'une augmentation de la surveillance interpersonnelle qui a conduit à une spirale de dénonciation ou d'un appel général des nazis à une activité sexuelle accrue, les rapports sur les crimes sexuels tels que les agressions et autres infractions ont considérablement augmenté dans les années 1930. Du début à la fin de la décennie, ils ont augmenté de 50%. Cela a été aggravé par le développement de la Seconde Guerre mondiale, en raison de la séparation fréquente des maris et des femmes. Des hauts fonctionnaires comme Himmler ou ceux des SS ont maintenu des idéologies pro-sexe en ce qui concerne la reproduction ou la satisfaction des besoins sexuels des soldats.
Les doubles standards sexuels montrent que les hommes pouvaient satisfaire leurs besoins sexuels et étaient encouragés à le faire, tandis que les femmes faisaient face à des répercussions pour l'infidélité. Les femmes allemandes qui couchaient avec des prisonniers de guerre menaçaient directement la pureté du sang allemand, tandis que leurs maris à l'étranger fréquentaient des bordels, couchaient avec des adolescentes ou entretenaient des liaisons sexuelles avec des étrangers. Dans un cas, un soldat a demandé le divorce en 1941 parce que sa femme avait eu une aventure avec un prisonnier de guerre. Le soldat l'a blâmée pour son comportement honteux, affirmant qu'elle l'avait trompé de manière horrible et l'avait laissé un homme brisé. Les femmes sur le front intérieur avaient souvent un accès limité au confort sexuel, car de nombreux hommes allemands étaient partis combattre. Avoir une aventure avec un prisonnier était souvent la seule option. L'autonomie sexuelle des femmes sous le Troisième Reich était presque inimaginable pour certains responsables masculins du parti. Cependant, les femmes ont trouvé des moyens de satisfaire leurs besoins sexuels, y compris les filles de la Ligue des filles allemandes, comme discuté plus tôt. En fin de compte, les femmes étaient censées rester chastes et loyales envers leurs maris et envers la patrie, tandis que les soldats bénéficiaient d'une large liberté sexuelle et de privilèges. Les hiérarques nazis n'avaient aucune objection à avoir des aventures avec des femmes mariées, à s'impliquer avec elles et même à les forcer à coucher avec eux. Emanuel Schaeffer était un policier ordinaire qui a gravi les échelons de la police secrète jusqu'au plus haut cercle du Troisième Reich. L'une des clés de l'ascension remarquable de Schaeffer était sa volonté de faire le sale boulot. C'était un atout très apprécié dans le Troisième Reich. Le paradoxe réside dans le fait que Schaeffer finirait par être victime d'une confession également. En octobre 1940, Schaeffer a été nommé chef de la branche de la Gestapo de Cologne. Il était au sommet de sa carrière. C'était une récompense méritée pour tant d'opérations douteuses qu'il avait effectuées au nom de Hitler. Pendant son séjour à Cologne, Schaeffer a supervisé les premières déportations de Juifs. Schaeffer était un homme marié avec 3 enfants. Il avait rempli sa mission de reproduire et de peupler l'Allemagne avec des Aryens. Cependant, Schaeffer avait un côté obscur qui lui coûterait plus tard la vie. Il avait entamé une relation adultère avec une dactylographe de 24 ans nommée Marianne, que Schaeffer avait emmenée travailler pour la Gestapo. Marianne est rapidement devenue sa secrétaire personnelle lorsque Schaeffer a été transféré à la demande de Hitler de Cologne à Belgrade. À ce moment-là, lui et Marianne avaient déjà envoyé au moins 3000 Juifs à la mort. Un peu plus tôt, en août 1939, peu avant le déclenchement de la guerre, Himmler et Hitler avaient ordonné à Schaeffer de mener l'une des opérations secrètes les plus importantes jamais réalisées par un officier privé. La mission consistait à diriger une compagnie de SA, habillée en uniforme polonais, pour attaquer l'émetteur radio allemand à Gleiwitz, afin de faire croire que la Pologne avait commencé la guerre contre l'Allemagne. L'auteur de cette mission n'avait jamais été découvert, jusqu'à ce que le mari de Marianne confesse tout. Cet homme était un soldat qui avait combattu en première ligne, tandis que Schaeffer et Marianne étaient à Cologne, approfondissant leur relation. Selon son témoignage devant le tribunal de Cologne en 1951, Marianne a tout raconté à son mari en 1941, lorsqu'elle est revenue du front. Marianne a également dit à son mari que Schaeffer l'avait forcé à avoir des relations sexuelles avec lui pendant qu'il travaillait à Cologne. Elle n'avait pas le choix car il était son supérieur et pouvait la faire licencier. Selon son témoignage, elle avait peur de dénoncer Schaeffer au tribunal par crainte de représailles. Il n'était pas facile d'accuser le chef de la Gestapo de Cologne d'agression sexuelle. Après le témoignage de son ex-mari, Schaeffer a été rétrogradé et emprisonné. Sa transgression des règles du mariage s'est retournée contre lui. Les nazis croyaient que l'une de leurs missions providentielles était de restaurer la famille traditionnelle allemande, détruite par des années de négligence pendant la République de Weimar. Dans leur vision, la famille était l'institution centrale à partir de laquelle la reconstruction et l'expansion de l'Allemagne commenceraient. À cet égard, Hitler et ses partisans avaient un double standard. Alors qu'ils promouvaient sans vergogne la promiscuité chez les femmes, ils avaient également des opinions très arrêtées concernant le mariage. Le chef de la SS et de la Gestapo, Heinrich Himmler, a affirmé à plusieurs reprises que le mariage traditionnel était incompatible avec l'aspiration des Aryens à se reproduire rapidement et à prendre l'avantage sur le monde slave. Hitler, comme nous le verrons bientôt, était du même avis.
Cependant, ce rejet du mariage n'était pas étendu à tous les nazis. Discursivement, les nazis défendaient la monogamie et l'idéal occidental d'un foyer avec une femme, un mari et plusieurs enfants. Cependant, en privé, les nazis encourageaient les hommes, en particulier les hiérarques nazis, à avoir plusieurs amantes illégitimes afin qu'ils puissent se reproduire plus facilement et obtenir un répit des stress au travail et à la maison. Cela incluait l'autorisation, et parfois l'encouragement, d'agresser brutalement des prisonnières contre leur volonté, et si elles devenaient enceintes, de les forcer à avoir les enfants. Ces enfants seraient ensuite envoyés dans des foyers spécialement préparés, où ils seraient élevés dans la tradition du Troisième Reich et ne sauraient jamais qui était leur véritable mère. Que s'est-il passé avec les femmes soldats capturées pendant la Seconde Guerre mondiale? Les termes de la Convention de Genève de 1929 avaient implicitement reconnu l'existence de combattantes féminines. Il y est stipulé que les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personne et de leur honneur. Les femmes doivent être traitées avec toutes les considérations dues à leur sexe. Les prisonniers conservent leur pleine capacité civile. Cette convention a été strictement suivie sur le front ouest, mais pas sur le front est, où la violence contre les femmes soviétiques et polonaises était étendue. En fait, il n'y a qu'un seul exemple enregistré d'une femme soldat faite prisonnière en Europe de l'Ouest. La sous-lieutenant Reba Zitella Whittle du corps des infirmières de l'armée des États-Unis était en mission d'évacuation aérienne pour la 40e fois le 28 septembre 1944 pour récupérer 24 militaires blessés de la France libérée lorsque son avion a été abattu au-dessus du territoire occupé. Elle et son équipage ont été capturés quelque part près d'Aix-la-Chapelle et transportée par camion puis par train jusqu'à Francfort-sur-le-Main. Étant la seule femme du groupe, elle était une curiosité pour ses captors, et ils ont eu des problèmes pour décider quoi faire d'elle. Bien que blessée elle-même, le sous-lieutenant Whittle a encore effectué des tâches d'infirmière pour les prisonniers dans un hôpital voisin. Sans quartier propre, elle dormait dans une infirmerie jusqu'à ce que les Allemands décident de la transférer dans une prison à Meiningen. Là, elle était parmi 500 prisonniers blessés masculins. Bien qu'il y ait eu un certain retard à informer les autorités américaines de sa capture, elle a été incluse dans un transport de prisonniers malades et gravement blessés. Elle a quitté la prison le soir du 25 janvier 1945 et a été envoyée dans un train de marchandises en Suisse, d'où elle a été emmenée à Marseille et finalement renvoyée aux États-Unis. Pas une seule fois elle n'a été maltraitée par ses captors, alors que le sous-lieutenant Whittle avait été traité comme une anomalie par ses captors allemands. Il n'était pas inhabitué aux combattantes, car à partir de juin 1941, ils ont affronté un ennemi soviétique qui non seulement avait des femmes dans ses forces armées, mais les déployait également en première ligne. Les troupes allemandes étaient instruites de traiter toutes les femmes servant dans l'armée rouge comme des partisans et de les abattre. Elles étaient décrites comme des bolcheviks fanatiques ou des femmes à fusil. Des ordres ont été donnés à certaines unités dès juillet 1941 que tout le personnel féminin de l'armée rouge devait être tué et, en octobre 1941, le maréchal von Reichenau de la 6e armée parlait de femmes dégénérées en uniforme ou en vêtements civils et insistait sur le fait que la lutte avec l'ennemi derrière les lignes devait être poursuivie avec plus de sévérité. Les récits parlent de femmes capturées et tuées sommairement tout au long du conflit. Par exemple, 2 femmes d'une unité médicale capturées à Möglinsk en 1941 ont été immédiatement tuées. Dans certains cas, elles étaient spécifiquement ciblées ou subissaient simplement le même sort que les hommes avec lesquels elles étaient capturées. Cependant, les prisonnières pouvaient également être soumises à la torture et à des abus sexuels horribles. Des récits allemands de l'hiver de 1942 parlent d'infirmières abattues et jetées sur les routes nues, et leurs corps couverts de graffitis vulgaires. D'autres ont été soumises à d'autres formes de torture avant d'être tuées, comme la soi-disant manucure fasciste qui consistait à arracher les ongles, ou l'électrocution, ou la fracture volontaire des os. Les agressions sexuelles sont également devenues courantes pour les femmes qui ont survécu assez longtemps pour être incarcérées dans des camps. Le fait que toutes les soldats soviétiques féminines n'aient pas été sommairement abattues peut être dû au grand nombre de capturés, ou au fait que les politiques allemandes envers les forces soviétiques capturées changeaient également.
Des camps spécifiques pour femmes ont été créés à Bobriousk et Baranovichi, et à mesure que leur nombre augmentait, les autorités allemandes ont décrété que les femmes devaient également être envoyées dans des camps pour hommes où elles pourraient être utilisées pour des tâches sanitaires et de bien-être. En fait, les premières prisonnières soviétiques féminines envoyées en Allemagne sont arrivées au Stalag 304 dès l'automne de 1941. Quelques semaines plus tard, elles ont été rejointes par un transport de 48 femmes de Minsk qui ont été mises en quarantaine pendant 2 semaines. Hébergées dans une baraque en bois séparée, elles passèrent leur temps libre à repriser des vêtements, mais leurs rations alimentaires n'étaient pas meilleures que celles de leurs homologues masculins. Les partisanes ont subi le même sort que leurs homologues masculins et ont été sommairement exécutées, tout comme les snipers féminins et les commissaires politiques. D'autres femmes capturées ont été civilisées puis employées, soit en Allemagne, soit dans les territoires occupés. Les destins tragiques des espionnes capturées par les nazis. Les spécialistes de la guerre dans les années 1940 étaient généralement d'accord pour dire que les espionnes avaient des avantages distincts par rapport aux hommes sur le terrain. Les femmes pouvaient voyager librement parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elles travaillent pendant la journée. Les stéréotypes de genre les maintenaient également au-dessus de tout soupçon. Après tout, qui pourrait imaginer qu'une femme puisse être une combattante viable en temps de guerre? Les femmes étaient plus que viables, cependant. Elles étaient essentielles au succès de la mission. Bien qu'elles seraient plus tard honorées pour leur courage conspicieux, les espionnes des armées américaines et britanniques étaient réussies parce qu'elles apprenaient à être discrètes. Elles adoptaient des identités secrètes, entreprenaient des missions secrètes et se voyaient confier les plus grands secrets de leur nation. 39 des 470 agents britanniques envoyés par Winston Churchill en France étaient des femmes, avec 16 autres déployés dans d'autres régions. On s'attendait à ce que les opératrices utilisent leur féminité et jouent sur les stéréotypes de fragilité ou d'impuissance pour sortir de situations délicates ou accéder à différents lieux. En fait, Winston Churchill et ses hommes ont vite découvert que, comme le montrent plusieurs récits de guerre, les agents masculins étaient généralement moins ingénieux et inventifs que leurs collègues féminines. Chaque agent, homme ou femme, recevait un nom de code ou un alias et était formé à des compétences spécialisées, y compris l'utilisation de la télégraphie sans fil, comment maintenir une histoire de couverture et comment cambrioler et crocheter des serrures. Les femmes apprenaient généralement rapidement et excellaient dans ces capacités. La Gestapo a donné à Nancy Grace August Wake le surnom de « la souris blanche » en raison de sa capacité extraordinaire à échapper à la capture. Lorsqu'elle a appris qu'un des groupes de résistance n'avait plus de radio pour communiquer, elle a parcouru presque 300 km à vélo pour établir un contact radio avec le siège de la SOE et organiser une livraison d'équipements. Malgré de nombreuses rencontres rapprochées, Wake a survécu à la guerre. Membre du First Aid Nursing Yeomanry, Odette Allowes a également échappé à la mort. Intégrée à la résistance à Cannes, Allowes a été capturée et envoyée au camp de concentration de Ravensbrück. Elle a survécu 2 ans en prison, souvent en isolement, avant que le camp ne soit libéré par les forces alliées. Moins d'1 an après le début de la guerre, et face à la menace d'une invasion nazie allemande en juillet 1940, le Premier ministre britannique Winston Churchill a lancé l'Executive Operations Executive, ou SOE bientôt. Il devint officieusement connu sous le nom de ministère de la guerre non-gentleman. Et son objectif, selon Churchill, était d'incendier l'Europe. Cela devait être réalisé par tous les moyens nécessaires. Officiellement, le SOE avait 3 objectifs principaux: mener des actions d'espionnage, de sabotage et de reconnaissance en Europe occupées par les Allemands. Après l'occupation de la France, il a été ajouté que le SOE devait aider les mouvements de résistance locaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Le personnel de la SOE opérait dans tous les territoires occupés ou attaqués par les puissances de l'Axe, utilisant occasionnellement un territoire neutre. Il faisait également des plans et des préparations au cas où des pays neutres seraient attaqués par l'Axe. Des hommes et des femmes ont servi comme agents dans les pays occupés par l'Axe. Le SOE n'a commencé à recruter des femmes qu'en 1942, bien que la première agent spéciale féminine de la guerre, Christina Skarbek, plus tard connue sous le nom de Christine Granville,
ait en fait servi derrière les lignes ennemies avant la fin de 1939. Au total, 75 agentes spéciales féminines ont été introduites clandestinement en France, en Belgique et dans d'autres pays occupés par voie aérienne et maritime pour soutenir la résistance locale en coordonnant la livraison d'argent, d'armes et d'équipements, en formant et en communiquant. Formées aux côtés de leurs collègues masculins en conditions physiques, transmission sans fil, sabotage et utilisation d'armes légères et d'explosifs, parmi d'autres compétences spécialisées, les femmes étaient bientôt directement engagées dans la collecte et la contrebande de renseignements militaires, d'armes et d'autres fournitures, la gestion de lignes d'évasion, le sabotage des transports et des communications ennemies et, plus tard, le combat armé. Les attentes liées au genre concernant la guerre et leurs compétences et capacités signifiaient que les femmes pouvaient généralement se déplacer plus librement sur le territoire ennemi. Néanmoins, les conséquences de la découverte étaient tout aussi mortelles pour les agentes féminines. 16 d'entre elles ne sont pas revenues. Collectivement, le service des femmes a été une contribution significative à l'effort de guerre allié et à la victoire finale. L'une des histoires d'espionnage les plus tragiques fut celle d'Irena Sendler, une chrétienne polonaise qui avait de nombreux liens avec la communauté juive. Son père avait été un médecin qui s'occupait souvent de patients qui ne pouvaient pas le payer, y compris de nombreux juifs. L'une de ses bonnes amies était une femme juive nommée Ewa. Elles étaient toutes deux assistantes sociales pour le département de l'aide sociale à Varsovie, fournissant tout ce qui était nécessaire aux personnes les plus pauvres de la ville, en particulier aux enfants vivant dans la pauvreté. Lorsque le ghetto juif a été formé à Varsovie, Ewa et Irena se sont soudainement retrouvées de part et d'autre d'un mur de briques de 9 pieds de haut, un mur gardé assidûment par les Allemands, jour et nuit. Il n'était pas facile pour les Polonais d'entrer, et il était presque impossible pour les Juifs de sortir. Irena et Ewa ont commencé à travailler ensemble pour aider les Juifs les plus nécessiteux du ghetto, les enfants. Les enfants étaient les plus vulnérables aux deux plus grandes menaces associées à la vie dans le ghetto, la maladie et la faim. La manière la plus efficace de les sauver était de les faire sortir. Les premiers enfants qu'Irena a secrètement enlevés étaient ceux qui avaient été orphelins et laissés sans abri dans les rues du ghetto. Mais même les enfants qui avaient encore des parents étaient à grand risque de maladie et de malnutrition. Et il y avait toujours la menace croissante de déportation vers des camps, un destin sombre et inconnu. Irena savait que les enfants seraient les plus faciles à sauver. L'occupation nazie et soviétique avait créé de nombreux orphelins. Les enfants juifs pouvaient prétendre être des orphelins polonais. Les enfants sauvés recevaient chacun un nouveau nom polonais pour remplacer leur nom juif, afin de les protéger des nazis. Irena a dressé une liste sur de petites bandes de papier de soie, contenant le faux nom polonais de chaque enfant, son vrai nom juif et l'endroit où il ou elle vivait actuellement. Elle a placé 2 listes identiques dans 2 bouteilles séparées et les a enterrées sous un pommier dans le jardin d'un ami. Elle devait être extrêmement prudente en cachant les listes. Si les nazis les trouvaient, ils pourraient retrouver chaque enfant qu'Irena avait sauvé. Le 20 octobre 1943, Irena faisait une fête pour célébrer son jour de prénom, une date très importante pour les chrétiens polonais. Elle a mis de côté les listes d'identification qu'elle mettait à jour. Une de ses amies, une associée dans le travail de cache des enfants juifs, est restée dormir. Soudainement, aux premières heures du matin, il y a eu un horrifiant martèlement à la porte. C'était la Gestapo. Irena a couru directement vers les listes et les a jetées à son amie, qui les a attrapées et les a rapidement placées dans son soutien-gorge. La Gestapo a passé 2 heures dans l'appartement d'Irena, détruisant l'endroit et les insultant verbalement. Lorsqu'ils n'ont rien trouvé en rapport avec le travail de la résistance, les nazis ont ordonné à Irena de les accompagner. Elle s'est habillée à la hâte, oubliant de mettre ses chaussures. Plus ils quittaient rapidement l'appartement, moins la Gestapo aurait de chances de trouver les listes de noms d'enfants. La Gestapo a interrogé Irena dans 2 endroits, la deuxième fois à la tristement célèbre prison de Pawiak, un lieu d'horreur indicible. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour la faire parler. Ils lui ont montré une liste d'informateurs qui l'avaient trahi et l'ont incité à faire de même. Ils l'ont torturée à plusieurs reprises, battant ses pieds et ses jambes jusqu'à lui casser les os. Elle a refusé de dire quoi que ce soit. Alors les nazis ont finalement décidé de l'exécuter. Juste avant qu'elle ne soit exécutée, Irena a été soudainement libérée à la place.
Apparemment, les travailleurs de la résistance avaient soudoyé un officier nazi pour la libérer. Irena a même vu des affiches annonçant publiquement sa mort. Lorsque la guerre a été terminée et qu'il était temps de réunir les enfants avec leurs parents, on a découvert que la plupart des parents étaient morts dans le camp de la mort de Treblinka. Beaucoup de ces orphelins ont été relocalisés en Israël, où ils ont pu grandir avec une forte identité juive. Au total, Irena avait directement sauvé ou aidé à sauver 2500 d'entre eux. Conclusion. Aussi tragique et cruelle que fut la Seconde Guerre mondiale, il est indéniable qu'elle fut encore pire pour les femmes. Les femmes soldats capturées ont souvent subi des sorts pires que ceux des hommes, incluant toutes sortes d'abus sexuels et d'humiliations, bien que rares sur le front ouest. La présence de femmes sur le champ de bataille était courante à l'Est, car l'armée rouge appliquait une politique d'inclusion des femmes parmi les rangs des soldats. Cela a offert aux nazis plusieurs occasions d'exercer leur cruauté indicible contre les femmes soviétiques. Beaucoup ont été tués sur place, d'autres ont été envoyés dans des stalags ou des camps de concentration. La plupart ont été brutalement maltraitées et sexuellement agressées, mais toutes, sans exception, ont affronté leur destin avec bravoure et courage, et leurs histoires ne devraient pas être oubliées.